ne faut pas longtemps quand on commence à coudre pour réaliser qu'apprendre la couture va bien au-delà d'une simple utilisation de machine à coudre. C'est une chose que j'aurais bien aimé qu'on m'explique avant que je débute. Je vais donc vous partager ce que j'aurais aimé savoir dans cette vidéo, peut-être pour vous éviter certains essais désastreux. Bienvenue de nouveau à l'atelier, je suis ravie de vous revoir par ici. Et si vous êtes nouveau, je suis Grisette. En tant que passionnée de couture et de mode vintage, vous pourrez retrouver sur mes réseaux tout ce qui touche à l'art du fil et à la mode d'autrefois. Et c'est précisément de cela que nous parlons sur cette chaîne. Donc si ces sujets vous intéressent, pensez à vous abonner pour en apprendre davantage. Alors, quand j'ai commencé la couture, j'aurais aimé que l'on me dise qu'il existait différentes aiguilles pour les tissus que l'on va travailler. Oui, je sais, ça peut paraître assez bateau pour les couturières aguerries, mais finalement, quand on débute, où trouver cette information? Saviez-vous également qu'il existe un code couleur sur les aiguilles pour savoir à quel tissu elles sont destinées et quelles sont leurs tailles? Je ne l'ai appris que très récemment et c'est très pratique quand on retrouve une aiguille esselée. Par exemple, chez Singer, la bague du bas vous donne le type de tissu. Jaune pour la maille, bleu pour le jean, rouge pour le cuir et le haut indique la taille de l'aiguille. Chez Janome, le rouge indique une aiguille pointue pour les tissus d'ameublement. Chez Schmetz, la marque que j'utilise, il existe tout un tas de couleurs différentes pour vous indiquer à quelle matière cela se réfère. En fonction des marques que vous utilisez, pensez à faire imprimer ces tableaux pour les garder dans un petit coin de votre atelier. Je vous mets les liens pour les retrouver en description. Pour continuer dans cette thématique, je pense que j'aurais évité de nombreuses casses et d'apporter petit à petit du jeu dans ma barre d'aiguilles si j'avais changé celle-ci plus régulièrement. À chaque fois que vous finissez un projet en tissu épais, en sequin ou autre matière difficile à piquer, pensez à changer votre aiguille. Pour les autres tissus, il y a un petit test. À la fin de votre projet, enlevez votre aiguille de votre machine et passez-la délicatement sur votre doigt. Si vous sentez une aspérité, c'est qu'elle était pointée et qu'il faut la changer. Cette astuce vous évitera de tirer les fils de vos étoffes ou d'abîmer votre machine. Avec le temps, votre oreille finira par entendre quand votre aiguille est à changer. Vous verrez, avec de l'entraînement, on arrive à se sensibiliser au bruit de notre machine et ça nous donne de bonnes indications en cas de problème avec le fil ou problème avec l'aiguille. Et d'ailleurs, astuce supplémentaire, pensez à acheter un gros conditionnement de bonne qualité. Cela vous coûtera bien moins cher que de prendre des boîtes par 6 chez votre mercier. J'ai acheté une boîte il y a 6 mois et j'en ai encore pour 2 ans à ce rythme. Et pourtant, vous savez combien je couds. J'aurais aimé que quelqu'un me rappelle quand j'ai débuté la couture de ne pas avoir peur de couper mes coupons, que ce n'est que du tissu en quelque sorte. La peur de couper ses coupons est quelque chose qui nous retient vraiment. Peur de l'abîmer, peur de gâcher, peur de se tromper. C'est vraiment quelque chose de limitant qu'il va falloir dépasser. Il y a des points que nous allons aborder dans les prochaines parties qui vous aideront à prendre confiance, mais vraiment, osez vous lancer. Peut-être sur des tissus trouvés à Emmaüs ou dans de vieilles nappes, pourquoi pas. Il faut dépasser cette appréhension qui nous fait parfois garder pendant des mois ces précieux coupons au fond d'une armoire. Il serait bien mieux transformés dans les petites robes ou les vestes que vous aviez imaginées pour eux. Les premières pièces que j'ai cousues étaient catastrophiques. Et oui, j'ai commencé la couture sans patron et sans aucune notion. Les premières lignes que j'ai cousues à la machine à coudre étaient désastreuses, je ne savais même pas ce qu'était une parmenture. Chaque apprentissage demande du temps et en se trompant, on apprend parfois plus vite. Osez vous lancer dans des projets qui vous semblent d'un niveau légèrement supérieur à ce que vous faites habituellement. C'est ainsi que vous allez progresser. Les erreurs font partie du processus. Si vous doutez encore, entraînez-vous sur des chutes des tissus. Faites des pièces d'études, par exemple pour la pose d'un zip, pour des poches passepoilées. Cela vous enlèvera une bonne dose de pression. Prendre son temps, c'est un conseil que je me redonne à moi-même. La couture n'est pas une course. Je sais qu'on a hâte de porter ce qu'on coud, qu'on aimerait avoir rapidement ce nouveau petit blouson. Mais prendre son temps permet vraiment d'éviter certaines erreurs toutes bêtes. Bien lire son livret si on coud avec un patron, laver son tissu en amont, épingler, bâtir, tout ça peut sembler un petit peu rébarbatif, mais au final, en prenant son temps, on arrive vraiment à avoir quelque chose de qualité. Je sais qu'on a parfois peu de temps pour la couture, mais il est important de respecter toutes les étapes pour avoir un vêtement bien fini. Oui, nous avons tous vécu cela. Une machine qui vous accompagnera longtemps est une machine bien nettoyée, il n'y a pas de secret là-dessus. Nettoyez votre machine entre chaque projet avec un pinceau. Vous pouvez aussi utiliser une soufflette ou un aspirateur, mais attention à ne pas faire disparaître de petites pièces. Pensez à huiler votre machine comme indiqué dans le livret. Mais attention, une micro-goutte suffit et utilisez une huile adaptée aux machines, sinon vous risquez de faire des dégâts. La vérification chez un réparateur de machines se fait environ tous les 2 ans si vous cousez beaucoup. Vous pouvez même réduire à 1 an si vous avez un bon rythme comme moi tous les jours. Je sais qu'il est difficile de trouver une bonne enseigne pour la révision des machines. Comme on ne voit pas ce qui est fait, il faut faire confiance à la personne à qui on l'a confié. Et croyez-moi, il y en a qui ne font pas grand chose à part la facturation finale. Pour les personnes autour de Dijon, je vous conseille Frédéric Duclos, mais pour les autres, il vous faudra chercher.
Je me rappelle quand j'ai débuté qu'on m'avait conseillé de ne jamais, au grand jamais, toucher à la tension de ma première machine à coudre. Et bien maintenant, je pense le contraire. Pour savoir résoudre les problématiques qui se poseront lors de vos prochaines réalisations, il faut absolument connaître ces outils. Testez les différents points de votre machine, observez ce qui change quand vous faites varier tel ou tel paramètre. Essayez différentes tensions pour comprendre sur quoi elles vont agir. Il n'y a que très récemment que mon réparateur m'a expliqué à quoi servait la roue de différentiel sur ma surjeteuse, car je n'avais jamais osé y toucher avant de peur de la dérégler. Et au final, ça a réglé plein de problèmes de gondolie que je rencontrais sur certaines matières. Il faut s'approprier ces outils et pour ça, il faut tester des choses. Les enfants sont un très bon exemple de la meilleure façon d'apprendre. Ils testent, ils expérimentent et c'est ça qui leur permet d'apprendre. On ne le souligne jamais assez, mais le repassage est une étape hyper importante pour révéler le travail du couturier ou de la couturière. Ne sautez pas cette étape. À chaque fois que vous lisez les instructions, faire telle ou telle étape, puis repasser, et que vous vous dites « Oh, je vais maintenir cette couture ouverte et ça ira », non. Sachez que le repassage compense certains manques de compétences en couture. Vous pouvez rattraper certaines choses à cette étape. Avec le repassage, vous allez former votre tissu. Depuis que j'ai découvert le séchage des coutures par exemple, ça a changé le rendu des vêtements que je couds. On a un rendu beaucoup plus net, plus couture qu'avant. Vraiment, ne sous-estimez pas le pouvoir de la vapeur. J'aurais aimé ça, qu'on m'en parle avant et qu'on me montre la différence. Je pense que ça aurait pu sauver certaines pièces. Pour les couturiers expérimentés, le droit fil est une évidence, mais quand on débute, j'ignorais tout moi du droit fil quand j'ai commencé. C'est un patron d'Irendo avec un livret très clair qui m'a fait comprendre son importance. Le droit fil est essentiel en couture car il influence directement la tenue, l'élasticité et l'apparence finale d'un vêtement. Le droit fil c'est la partie la plus stable du tissu. Aligner le patron avec le droit fil permet de s'assurer que le vêtement ne se déformera pas ou ne se distendra pas une fois cousu. Si l'on coupe un tissu en biais, par rapport au droit fil, il aura plus de fluidité et de drapé, ce qui est parfois recherché, mais cela doit être intentionnel. En résumé, le respect du droit fil est quelque chose d'essentiel pour avoir un joli tombé. Je crois maintenant que je l'ai bien compris car j'ai fait beaucoup d'erreurs à ce sujet. J'aurais aimé que l'on me parle des repères sur les patrons. Au début, j'ignorais absolument leur existence et c'est vrai que ça apporte énormément de facilité quand on coud ensuite. Mais également les autres marquages comme noter l'envers de son tissu. Je sais que parfois je ne l'ai pas fait en me disant que j'allais forcément reconnaître l'envers de l'endroit et au final, une fois que toutes les pièces sont coupées et mélangées, eh bien je peux vous dire que je me suis perdue plusieurs fois. Le marquage des plis, des pinces et autres repères est une étape cruciale pour garantir la précision du montage de nos pièces. Cela assure que chaque élément est placé correctement et facilite l'assemblage des différentes parties. J'ai testé plusieurs méthodes de marquage au long de mon parcours. La craie, c'est rapide, pratique, mais ça s'efface. Le crayon, à condition qu'il parte au lavage. Attention d'ailleurs aux frictions, quand il fait froid, les marquages peuvent réapparaître. Le bâti, fiable, mais c'est long. Il me reste à tester la pince étau de couture. Il s'agit d'un petit outil avec 2 pointes qui fait des trous dans le tissu pour marquer les repères. C'est une méthode rapide pour marquer les repères, mais uniquement sur des tissus qui ne risquent pas de s'abîmer avec des trous. On évite les tissus très fins ou fragiles. Et oui, celle-ci je l'expérimente tout juste. Ça peut paraître un peu surfait, mais au final j'y prends goût. Noter ce que l'on a changé dans le modèle, garder un petit bout de tissu, prendre des notes de la réalisation et des étapes que l'on aurait faites différemment, eh bien ça permet de ne pas refaire de bêtises quand on va refaire le modèle. Dédier un petit carnet ou un cahier pour noter à chaque étape ce que l'on pense du modèle, c'est aussi un moyen de progresser. On peut noter le niveau, ce que l'on a pensé de la difficulté, les métrages et merceries, le temps de réalisation, la taille coupée et les ajustements faits, ce que l'on pense du modèle. Pour ma part, ça m'aide énormément. Par exemple, sur la combi Sirocco de Direndo, je me suis noté de rajouter des poches à l'arrière pour la prochaine fois. En plus, si on le fait avec de jolies couleurs, une jolie mise en page, pourquoi pas quelques dessins, eh bien ça fera un joli souvenir de votre apprentissage de la couture et en plus ça vous permettra de voir la progression. Tous ces conseils prennent un peu de temps mais je vous assure que ça en vaut la peine à la fin. Pour compléter cette vidéo, n'hésitez pas à laisser en commentaire les conseils que vous auriez aimé avoir à votre début en couture. Cela pourra aider les nouveaux. Et si vous débutez, allez les lire, cela vous permettra peut-être d'avoir de nouvelles astuces pour commencer. Pour ma part, j'ai hâte de vous lire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Il me reste quand même à vous souhaiter une très belle semaine et surtout, bonne couture!